commence par du sel. Ce petit voyage d'une semaine en Bretagne est ponctué d'un arrêt à Guérande, au royaume de la fleur de sel. Guérande est aussi une cité médiévale, véritable Carcassonne de l'Ouest. Derrière ses remparts, les maisons de caractère soulignent l'empreinte celte de cette ville d'art et d'histoire. La grandeur de Guérande provient des marais salants, lieu magique et étincelant. Une mosaïque de couleurs, un paysage grandiose, façonné par la main de l'homme depuis des siècles. Les bassins arborent d'incroyables nuances d'argent, de bleu, de vert et de rose. Les marais, le soleil et le vent sont les meilleurs alliés pour produire la fleur de sel, le caviar de la saline. Située sur la presqu'île du Cap Sizun, au sud-ouest du Finistère, Audierne sera notre port d'attache pour ces 8 jours en Bretagne. C'est une jolie station portuaire dont le front de mer est bordé d'imposantes maisons du XVIIe et XVIIIe siècle, construites par les marchands qui, dans une autre époque, fournissaient des armes à la marine française. Arrivés sous le soleil, nous sommes vite rattrapés par le temps breton, et le soir même, après une bonne galette, nous regardons la pluie et la nuit qui descend à travers la fenêtre de notre demeure. Même s'il ne pleut plus, c'est avec un bon imperméable que nous embarquons le lendemain pour l'île de Sein. L'océan n'est pas des plus calmes et nombreux seront les passagers à utiliser les sacs mis à leur disposition. Située à environ 8 km de la pointe du Raz, l'île de Sein s'étend sur quelques 2 km et serpente comme un S inversé dont la largeur varie de 25 à 800 mètres. Son altitude moyenne est de 1,50 m. Les maisons colorées recèlent 1001 histoires de pêcheurs et de marins que nous aurions voulu connaître, mais hélas, le musée était fermé à cause de la pandémie. Il est impossible d'oublier que vous êtes sur une île, tant la mer y est omniprésente et se rappelle à tous vos sens, dans tous les sens. Dédiée à Saint Guénolé, l'église a été construite en 1902. Elle est la 3e église depuis la naissance du village et sûrement celle dont les Sénans sont le plus fiers, car ils l'ont construite de leurs mains. La chapelle Saint-Corentin, en ruine à la fin du XIXe siècle, a été reconstruite en 1972 avec les pierres de l'ancien édifice. L'île de Sein offre un dépaysement total avec ses ruelles étroites et ses longs cordons de galets. Ce havre de paix est un espace naturel particulièrement protégé. Au cœur d'un vallon et à quelques pas de la mer, se trouve ce joli moulin à eau. Édifié en 1868, il est alors équipé d'une majestueuse roue de 8 mètres de diamètre en 1878
alimenté par un ruisseau qui court entre mousse et roches granitiques dans une ambiance de légende celte. Ce moulin à farine, pourvu de 2 paires de meules, a fonctionné jusque dans les années 50. Aujourd'hui propriété du Conservatoire du Littoral, le moulin reprend vie après une année de travaux et propose une vente de farine et de produits locaux, ainsi que de pain les week-ends et jours fériés. Surgi des eaux et de la légende, Douarnenez serait né de la ville d'Is, cité du roi Gradelon. C'est un port de commerce depuis le XVIe siècle. Sa plus grande richesse émane de la pêche, quand Douarnenez devient un haut lieu de la sardine au XIXe. De ces épopées subsistent des maisons anciennes, des églises comme la chapelle Sainte-Hélène, des ateliers et de petites maisons de pêcheurs situées au-dessus du port du Rossmore. La balade mène au hameau des Plomarc'h, situé sur les hauteurs. Ce site a inspiré de nombreux peintres et attire toujours les promeneurs. Entre pierres, pins maritimes et jardins bio, le site des Plomarc'h marie patrimoine naturel et archéologique. Ces maisons basses, joliment restaurées, abritaient autrefois les pêcheurs. Au Plomarc'h, les Romains s'approprient la technique du peuple gaulois installé en péninsule armoricaine depuis des siècles et bâtissent une usine à Garonne. Ce condiment très apprécié des légionnaires rappelle le goût du nokmam et était confectionné à partir de sardines fermentées en salaison. Le site douarnéniste comprend plus de 15 cuves maçonnées qui en font la fabrique de garum la plus vaste d'Europe et la mieux conservée. Au retour, une courte halte à Pont-Croix, petite cité de caractère du Cap Sizun. La collégiale Notre-Dame de Roscudon, dont le porche sud est un joyau architectural, est un mélange entre roman et gothique. Ces caractéristiques créeront le style dit de Pont-Croix. C'est assez tôt le matin et sous un temps plutôt gris que nous arrivons à Locronan. Cette magnifique petite ville du Finistère, à 5 km de la mer, est aussi classée au titre des monuments historiques. Locronan était la ville des tisserands au XVe siècle, qui ont fait fortune avec le développement de la fabrication de la toile à voile. Pendant plusieurs siècles, le village se dote de belles demeures Renaissance, de commerces, d'hôtels particuliers qui abritent tisserands et marchands autour de l'église dédiée à Saint Ronan.
Véritable musée à ciel ouvert, le cœur de la cité a du reste été choisi comme décor naturel par de nombreux cinéastes. Située à l'extrême ouest du Cap Sizun, cette pointe est la petite sœur de la pointe du Raz. Toutes deux sont gardiennes de la baie des Trépassés. Elle a, par chance, été moins ravagée par le tourisme de masse et beaucoup la préfèrent pour son côté plus sauvage et naturel. Beaucoup d'apics très impressionnants plongent directement dans l'océan. Résultat de l'érosion des falaises, plusieurs rochers moins friables émergent de l'eau et découpent ce paysage. Surpris par la pluie, nous ne pourrons pas nous abriter dans la chapelle Saint-Thé, ni la visiter, car elle est fermée pour cause de Covid. En 1921, la famille Lelay achète un alambic d'occasion pour la distillation de cidre afin d'en extraire l'eau-de-vie communément appelée lambic. Les alambics de ces 3 premières générations Lelay sont exposés toujours en bonne place dans la distillerie des Menhirs que nous visitons. Après des années d'activité centrée uniquement autour de la pomme, un de ses descendants, Guy, s'engage avec passion dans une autre aventure, élaborer un whisky de blé noir. La rencontre décisive avec un expert international en spiritueux lui permet de réaliser son projet. Et c'est ensemble qu'ils élaborent la formule inédite de Edu. Le lancement de Edu Silver en 2002 est une réussite. Et ce whisky, dont certains sont élevés dans des fûts en chêne de la forêt de Brocéliande, séduit les connaisseurs par sa qualité. Ville d'art et d'histoire, Concarneau s'est développé autour de son port grâce à l'industrie de la pêche. Mais Concarneau est particulièrement connu pour sa ville close. La partie la plus ancienne de la ville a été fortifiée dans les années 1300. Elle est rattachée au continent par un pont. L'artère principale, la rue Vauban, est bordée de charmantes maisons aux enseignes en accord avec la cité. Sur les côtés, des ruelles pavées s'échappent jusqu'à des ouvertures donnant sur le port de pêche. D'épais remparts, construits entre le XIVe et le XVIIe siècle, font le tour de la ville close. La balade sur ces fortifications permet un panorama sur le port de pêche et la cité.
Depuis le Moyen-Âge, un passeur fait la navette entre la ville close et le quartier de l'Henriec, situé de l'autre côté du chenal. Aujourd'hui, cette traversée de 200 mètres environ est la plus petite croisière du monde, avec un trajet qui ne dure que 3 minutes. C'est un petit bateau électrique qui nous emmène sur l'autre rive. Au bout de l'esplanade, et après avoir contourné la statue de Duquesne, qui a largement contribué au développement du port, nous prenons un petit sentier côtier qui offre une belle vue sur Concarneau et l'arrivée des bateaux. Le sentier qui longe la côte est bordé de villas magnifiques qui surplombent la mer et l'anse de Querceau. Morgat, qui fait partie de la ville de Crozon, est blotti tout au fond de la baie de Douarnenez. Cet ancien port de pêche à la sardine est devenu une station balnéaire il y a déjà plus de 100 ans. Sa longue plage de sable fin et ses maisons colorées en font un endroit plutôt sympathique qui ne doit pas toujours être aussi calme qu'aujourd'hui. Situé tout à l'ouest de la presqu'île de Crozon, bercé par les flots, le port de Camaret-sur-Mer offre de toutes parts un panorama d'exception. Pour s'en persuader, rien de tel que de flâner sur les quais bordés de maisons aux couleurs vives et se balader dans le quartier Saint-Thomas, qui est devenu depuis 1992 le quartier des artistes. La balade se prolonge vers le Sillon jusqu'à la tour Vauban, dite tour dorée en raison de sa teinte ocre. Hélas, fermée pour cause de Covid. Juste avant se trouve la chapelle Notre-Dame de Rocamadour, endommagée d'abord par les Anglais en 1694, dont un boulet de canon a décapité le clocher,
puis en 1910 lors d'un incendie qui a ravagé son toit. Restaurée, elle fait partie des monuments historiques. Ce cimetière de bateaux est la conséquence de la crise de la pêche à la langouste. Il reste aujourd'hui 8 bateaux qui font la joie des photographes. Après avoir contourné la plage du Coréjou et le fort de Gouin, nous marchons vers la pointe du Grand Gouin, un promontoire rocheux à falaise verticale qui ferme à l'ouest l'anse de Camaret. Cette baie protège son port d'un débarquement possible. L'armée allemande l'avait bien compris. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle construisit des bunkers composés de 4 batteries et d'un poste de tir contre l'aviation. Au sud-ouest de Camaret, la pointe de Pen-Ir est un des sites naturels les plus grandioses de Bretagne. Avec ses fameux tas de pois, ces îlots rocheux qui prolongent la pointe au-delà de la terre, c'est le royaume du minéral, avec d'impressionnantes falaises rocheuses, cisaillées par l'érosion, dominant la mer d'Iroise à 70 mètres de haut. Une gigantesque croix domine la mer. Ce monument est un hommage aux Bretons qui ont rejoint la France libre après l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Le long de la route qui mène à Pen-Ir, les alignements de Lagadjar sont contemporains de ceux de Carnac. Des 600 menhirs en 1776, il n'en reste aujourd'hui qu'une centaine classés monuments historiques en 1883. Après avoir modifié quelques cairns au cap de la Chèvre, nous découvrons le magnifique petit village de Rostudel. Les petites maisons basses en pierre grise et aux ardoises anthracites, appelées pentis, se serrent les unes contre les autres, s'abritant des vents qui balaient la lande. Au début du XXe siècle, vivaient ici une centaine de personnes qui parvenaient à survivre dans une quasi-autarcie, se partageant entre le travail de la terre et la pêche en mer. Aujourd'hui, Rostudel est un lieu de villégiature qui ne retrouve une animation que pendant la saison estivale. Nous quittons Audierne sous la pluie et sur le chemin du retour, nous faisons une halte à Pont-Aven qui doit sa notoriété à l'école des peintres qui a eu Paul Gauguin pour maître.
En flânant le long de la Veine, il est facile de comprendre pourquoi les artistes ont été séduits par la beauté de cet endroit. La lumière est assez exceptionnelle, même par mauvais temps. Ville gourmande, Pont-Aven dispose d'une autre spécialité bien connue, les fameuses galettes pur beurre, confectionnées de manière artisanale, où chaque magasin prétend vendre l'original. C'est là que les Palésiens et Palésières récoltaient le sel. À cette époque, le sel était frappé dans un pot appelé la yabelle. Pour lutter contre la fronde. Dernière étape de notre semaine bretonne, Carnac. Parfaitement abrité entre le golfe du Morbihan et la baie de Quiberon, Carnac est une jolie station balnéaire qui possède pas moins de 5 plages. Il faut faire le tour de la ville avant de pénétrer au cœur de ce qui fait sa réputation, ses alignements mégalithiques. Vieux de 7000 ans, le site de Carnac demeure un haut lieu de la préhistoire européenne. Il est classé au titre des monuments historiques depuis 1889. Nombreuses sont les hypothèses qui tentent d'expliquer l'origine des alignements de Carnac. Monuments religieux, culte de la lune ou du soleil, calendrier pour l'agriculture, ou encore armée romaine transformée en pierre selon une légende, le mystère reste entier. Les vestiges de cette période préhistorienne laissent tout de même penser qu'ils avaient une fonction sacrée et funéraire.